D'histoire d'amour des adaptations au cinéma. Je sais, ça revient souvent, mais c'est une mine d'or inépuisable. J'ai déjà parlé des séries télé en mode reboot, des jeux vidéo, des dessins animés et tous les autres. Mais dans d'autres, il y a la BD. Alors, pas les mangas ni les comics, mais cette bonne vieille BD franco-belge. Astérix est déjà passé dans la moulinette, alors surtout celui de Guillaume Canet, faut pas abuser non plus. Et je pourrais également m'attaquer à Spirou, le grand, comme le petit. Ou encore Gaston, du Cobu. Bon, par contre, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. Le Marsupilami, et tous ceux que j'oublie. Mais là, non. Là, le sujet est, l'heure est grave. L'heure est grave. Car il existe dans un univers un cow-boy qui est fringué aux couleurs de la Belgique. Réfléchissez un petit peu. Et c'est normal parce que son créateur, il est belge. Et ce fameux cow-boy, c'est Lucky Luke. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un chapeau de cow-boy. En même temps, des cow-boys dans la BD, il n'en existe pas 500. Avec Blueberry, je crois que ça fait 2. Bon, quand on essaie d'adapter Lucky Luke au cinéma, il faut pas fumer n'importe quoi avant. Faut au moins tester la substance avant de faire n'importe quoi. Et avec Lucky Luke, et là, c'est moi qui vous le dis, on ne rigole pas. Bon, je vous le dis maintenant, ce n'est que mon avis. Alors Lucky Luke, c'est qui? Eh ben, c'est un pauvre cow-boy solitaire qui est loin de sa maison. Bon, ok, celle-là, elle est facile. Il est né en 1947 sous la plume de Maurice et depuis, on l'a surtout vu en BD, ce qui est sa base, mais aussi en dessin animé à la télé, en jouet, également au cinéma. Et s'il n'avait pas été adapté au ciné, eh ben, je serais au chômage. Non, je déconne, j'ai toujours des sujets. Mais aujourd'hui, ça me fait mal car oui, j'adore Lucky Luke. Bon, j'ai la quasi-intégralité des BD, je les ai toutes lues, et quand on annonce un film, des étoiles naissent dans les yeux. Vous savez quand ça fait cling cling? Bon, après, je suis pas sûr que ça fasse cling cling des yeux. Mais bon, vous avez compris le truc. Voilà, ça vend du rêve. Non, pas sur ce coup-là. Lucky Luke est un cow-boy solitaire qui joue aux échecs avec son cheval qui parle. Ah non, pas là. Enfin si, Jolly Jumper, il parle un petit peu, et en plus c'est Bruno Salomon. Bon, bref, on va lui pondre une genèse plus ou moins inexistante dans la BD et le bazarder à Daisy Town. Bon, pour le bled en question, là ça passe. Dès qu'on pense à Lucky Luke, on pense forcément aux Dalton. Et ils sont même pas dans le film. Pas dans celui-là, du moins. Il va devoir affronter Pat Poker, Billy the Kid et Jesse James. Calamity Jane va venir foutre son nez dans ce merdier scénaristique et lui filer un coup de main. Ah oui, et il y a Belle Star aussi. Et comme c'est Jean Dujardin qui incarne Lucky Luke, c'est sa dame de l'époque qui s'impose. Alexandra Lamy en Belle Star, histoire qu'il y ait un bisou. James Hutt, qui n'a aucun lien avec Jabba, va nous gratifier de cet enfer scénaristique. Bon, il avait déjà commis Brise de Nice avant, et c'est pas pour ça non plus qu'il devait massacrer ce héros de la BD. Bon, il commettra Brise 3 en oubliant volontairement le deuxième, mais aussi Bienvenue chez les Malawa, la parodie de Rendez-vous en Terre Inconnue, avec Christian Clavier, Michael Youn et tout un tas de monde, dont Sylvie Tessu qui est également dans Lucky Luke. Alors, je ne vais pas présenter Brice Dujardin, non pardon, Jean Dujardin, qui va jouer pour la seule et unique fois notre héros du jour, et tant mieux pour nos yeux et notre santé mentale.
car après l'avoir vu là-dedans, on voudrait bien que l'euthanasie elle soit légale. Bon, j'y vais peut-être un petit peu fort sur ce coup-là. Et je m'en excuse auprès de Jean Dujardin. Du côté des plus ou moins méchants, car Hutt a quand même été gratté dans la BD. On a Michael Youn, qui est clairement trop vieux et pas crédible pour jouer Billy the Kid. Madame Dujardin de l'époque, Alexandra Lamy, va incarner Bellstar. Daniel Prévost incarne Pat Poker, le grand méchant du film. Melville Poupeau, quant à lui, il va nous jouer un Jesse James aussi bien qu'il l'est dans la BD. Et je crois que c'est le seul qui a le truc. Ah non, Sylvie Testu, dont je viens de parler, elle incarne Calamity Jane. Et par contre là, ça passe nickel. Et je pense que c'est... en fait, il n'y a que 2 acteurs qui sont excellents dans le film. Et ce n'est que mon avis. Encore une fois. 4. C'est le nombre de Dalton qu'il n'y a pas dans le film. 14 semaines de tournage en Argentine, un budget de 27 millions d'euros qui vont en rapporter 17. Du coup, en perdre 10. Ouais, parce que en fait, le film, c'est une catastrophe, hein, il perd du fric. Ce qui n'est vraiment pas dingue. Bon, un peu moins d'1,9 million entrées, ce qui le classe très loin derrière le Astérix d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, bien sûr, et ses 14 millions d'entrées, mais aussi très loin devant Spirou et ses 237 000 entrées. On a quand même un sacré fossé. Donc comme quoi, c'est pas... Voilà, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je compare ce qui est comparable. J'allais pas non plus comparer Lucky Luke aux Avengers, ce serait complètement stupide de ma part. Dès qu'on a quelqu'un de populaire, il faut l'adapter au cinéma. Et pour notre Cowboy solitaire, ça a commencé en 1971 avec le long métrage Daisy Town, qui est selon moi le meilleur, mais ce n'est que mon avis. Ensuite, on a eu La Balade des Dalton et aussi La Cavale des Dalton. Bon, après, pour La Cavale des Dalton, c'est plutôt un montage plus ou moins foireux de la série d'animation que les plus vieux d'entre nous ont connu sur FR3 à l'époque. Oui, FR3. Et là, on se dit qu'on est vieux. Bon, il y aura également un film avec Terence Hill et une adaptation de La Caravane, la BD, qu'on va appeler Tous à l'Ouest. Avec Clovis Cornillac, qui double Joe Dalton. Trop bien. Et est-ce qu'il faut qu'on parle du film Les Dalton avec Eric et Ramsey? Oui. Non, je déconne, pas là. Celui-là, je me le garde pour une enquête à lui tout seul. Qu'on soit d'accord ou pas, on peut se dire que celui qui Luke au cinéma est totalement raté. Bien sûr, je sais qu'il y a des clans qui sont fondés au fil des années. Le clan Terence Hill, le clan dessin animé et le clan du jardin. Alors, quand je dis le clan du jardin, c'est pas le clan de ceux qui ont posé leur table en plastique jaune pour prendre la méricorée au petit déjeuner. Non, je parle de l'acteur. Bon, le film est tout de même bourré d'easter eggs, mais pour les trouver, il faut bien connaître la BD pour pas mal d'entre eux. Je vais pas vous faire la liste, non, je vous laisse souffrir devant ce film pour les trouver. Bref, un Lucky Luke sans les Dalton, ça reste un Lucky Luke, mais c'est moins vendeur qu'un Lucky Luke avec les Dalton. Bon, et pour une fois, je vais être sérieux, comme si c'était dans mes habitudes de pas l'être. Mais en deuxième partie de cette vidéo, je vous propose de revenir sur les personnages historiques que l'on voit dans le film. Car oui, Maurice a adapté des personnes réelles en BD. Alors, la cloche, le pouce, le partage, vous connaissez la chanson, et non, je ne vais pas vous chanter I'm a Paul Son Cowboy. Alors que je pourrais, mais en fait je chante comme une casserole, donc non, je veux pas le faire. Bon, allez, des bisous. Ah non, j'ai pas fini. Il est où Rontemplan dans le film en fait? Il y est pas. Oh, putain, encore une erreur. Allez, des bisous. Ah non, je vous ai même pas parlé de Fanny de Candeloro qui faisait du patinage habillé en Lucky Luke. Bon, allez, des bisous. Et la deuxième partie, elle arrive. Et la deuxième partie, ça va être le côté historique, comme je viens de vous le dire, mais je vais être sérieux. Non, clairement, je vais être sérieux sur ce coup-là. Et si ce qui va suivre vous plaît, dites-le en commentaire. Je ferai d'autres vidéos qui lient cinéma et réalité ou cinéma et légende. Allez savoir. Allez, la partie historique, elle est maintenant.
West, c'est une grande partie de l'histoire des États-Unis. Et la vidéo d'aujourd'hui qui est consacrée à Lucky Luke, eh ben en fait, elle prend ses bases quand même sur le Far West. Donc, en deuxième partie, je vais être un petit peu plus sérieux que d'habitude et je vais vous parler des personnages réels qu'on voit dans Lucky Luke. Alors, le film, enfin les films, les adaptations ciné, tout ça, et la BD. Alors, pourquoi je me lance dans ce domaine? Eh bien tout simplement parce que Maurice, le créateur de Lucky Luke, a choisi de prendre des vraies personnalités qu'il a adaptées et qu'il a plus ou moins tourné en dérision, on va dire. Les Dalton, Calamity Jane, Jesse James et beaucoup d'autres. On y va, retour vers la conquête de l'Ouest. Quand la fiction s'inspire de la réalité. Mais alors, vous avez bien compris, c'est uniquement ceux qu'on voit dans Lucky Luke, d'accord? Et alors, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, je ne peux pas faire tout le monde, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. On va maintenant s'attaquer aux personnalités du Far West que Maurice a adaptées dans les bandes dessinées de Lucky Luke. Et je vais commencer par celle qu'on voit dans le film. Billy the Kid. Son vrai nom serait William Henry McCarthy, mais on raconte qu'il s'appelait peut-être aussi William Bonnet. Bref, ça reste à vérifier et les archives de l'époque sont pas super fiables. Le petit Billy va commencer très tôt à faire n'importe quoi, comme braquer des banques et surtout tuer des gens. Mais bon, là je n'excuse pas tout. Ce que l'on dit, il aurait été tué par Pat Garrett en 1881 à l'âge de 19 ans. Il paraît même qu'au moment de sa mort, il avait tué 19 personnes. Pat Garrett ayant été un des rares témoins de son décès, vu que c'est lui qui l'a descendu, peu de gens pourront confirmer s'il est vraiment passé ad patres. Il existe même une légende qui raconte que Billy the Kid en personne se serait dénoncé au FBI pas loin de 50 ans plus tard, en expliquant que Pat Garrett aurait tout inventé pour se forger une réputation. Mais ça reste une théorie. Et de toute façon, malheureusement, on ne peut pas vérifier. Calamity Jane. De son vrai nom, Martha Canary. Ouais, Canary, ouais. Avec un Y, pas comme le Piaf. Elle était vraiment spéciale. Prison, duel, prostitution, alcoolisme et j'en passe. Elle est passée par toutes les cases. Et selon moi, c'est en partie pour ça qu'on connaît au moins son nom. Après, il faut avouer qu'à part ces bêtises qui l'ont fait passer par la case prison, elle a tout de même participé à des choses assez importantes de l'histoire des États-Unis. On raconte même qu'elle s'est travestie pour rallier les rangs du général Custer pendant la guerre de sécession. Mais ça reste à vérifier et à confirmer. Comme beaucoup, hein, vous verrez. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu une relation assez intime avec l'alcool et Wild Bill Hickok. Elle décède à Deadwood d'une pneumonie en 1903. Selon sa volonté, elle est enterrée à côté de Wild Bill à Deadwood, qui est lui décédé en 1876 d'une balle dans la nuque pendant une partie de poker. Jesse James est un gros dossier qui a fait pas mal de conneries et qui finit par le payer cher. Mais avant de dire comment il est mort, on va se concentrer sur sa carrière. Bien que carrière, ça soit pas tellement le terme le plus glorieux qu'on puisse trouver pour parler du Robin des Bois du Far West. Son père était pasteur. Bon, ça commence mal quand on choisit de faire le bien ou le mal, selon lui. Il commence très jeune, vers 16 ans, à ce que l'on sait, braquer des banques. Il aurait également fait partie des rangs du général Lee durant la guerre de sécession. Une fois la guerre terminée, c'est reparti pour un tour où il fera régner la terreur avec son gang, jusqu'à ce que Robert Ford lui conne une balle dans le dos. Et ouais, il est mort comme un con. Belle star. Pour commencer, elle était proche de Jesse James. Enfin, du moins des membres du gang des frères James et des Younger. Ces derniers, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Sa vie, par manque de bol, était rythmée par les déboires de ses compagnons comme son mari Samuel Starr, un voleur de bétail. La dame y prend goût et en profite pour en faire son métier, et comme le bonheur est de courte durée, elle finit abattue et retrouvée morte pas loin de chez elle en février 1889. Pas de témoin, on ne saura jamais qui l'a tué. Pas de poker. Bon bah lui, apparemment ce serait une pure invention de Maurice. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé sur ce mec-là. Bon c'est pas grave.
En tout cas, bah, les tricheurs au poker, à cette époque-là, ils étaient légion. Et la preuve, White Billy Cock en a fait les frais, hein, il s'est pris une balle dans la nuque. Et si on fait la liste, eh ben on est loin de sortir du sable. Black Bart. Alors lui, il est plutôt marrant. Ou pas en fait. Parce qu'il s'est engagé dans les rangs de l'Union pendant la guerre de sécession. Il descend d'une famille qui a braqué pas mal de diligences de la Wells Fargo, apparemment pour se dédommager d'un truc assez obscur. À un moment donné, il va se mettre un sac blanc sur la tête et poursuivre ce qu'a commencé sa famille, mais en laissant des poèmes sur les lieux. En mode original, celui-là il se pose là. Roy Bean, le juge. Alors lui, il est hors catégorie. C'était un homme de loi, mais hors la loi. Alors déjà, on raconte qu'il était complètement taré, et qu'en plus de ça, comme animal de compagnie, il avait un ours. C'est pas mal niveau compagnie, un ours, ça prend pas de place déjà. C'est pas mal. D'ailleurs, l'ours dans la BD, il l'a. Maintenant, il faut vérifier les faits historiques. Ce qui est tout à fait normal. Il se calmera légèrement et va ouvrir son saloon qui servira de tribunal dans un bled du Texas. Bon, apparemment, sa santé mentale a pris très très cher pendant la guerre de sécession, ce qui donnera et c'est pour ça qu'il donnera tout un tas de sanctions assez improbables aux gens qui va le juger. En attendant, il va faire régner ses règles absurdes jusqu'à son décès en 1903. Cole Younger. Bon, déjà, lui, il n'est pas parti gagnant. Il a vu son père se faire exécuter par les nordistes au début de la guerre de sécession, ce qui est vraiment pas cool, on est d'accord. Ce qui peut expliquer sa carrière. Mais bon, des fois... Mais écoutez bien, lui, il est pas mal. Avec ses deux frangins, il va rejoindre le gang des frères James. Et oui, avec Jesse James, totalement. Il va le suivre pendant pas mal de temps jusqu'à un braquage qui tourne mal. Une banque, une diligence, un train. Eh ben c'est un peu flou niveau archives. Mais Cole Younger, il va quand même prendre 11 balles dans le bide, se taper 25 ans de prison et même raconter son histoire dans un show itinérant. Et ouais, le mec, il a fait du stand-up au Far West. Il décède en 1916 après devenu prédicateur. Rien que ça. Wyatt Earp. Bon, lui, c'était pas un bandit. À la base, il était chasseur de bisons et accessoirement policier pour un bled. Avec ses frangins, il s'installe à Tombstone. Tristement célèbre un petit peu à cause de lui. Il va faire régner la loi et après il devient légalement un US Marshal. Il va s'allier à Doc Holliday par la suite et ça finira par un règlement de compte à Hockey Coral. Et en plus c'est ça. Ça finit vraiment par un règlement parce que ça se passe à Hockey Coral. Tombstone c'est ça. C'est... Oh, puis regardez le film Tombstone avec Kurt Russell, il est vachement bien. Et on va terminer par les plus célèbres, ceux qu'on attend depuis le début, les Dalton. Comme l'a dit Joe Dassin en 1967, écoutez bonnes gens la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton. Et il parlait pas de ceux qu'on voit dans la BD de Lucky Luke. Non, il parlait des vrais. Parce que oui, les Dalton ont existé. Alors c'est pas Joe, William, Jack et Avril. Ça, c'est des cousins de ceux qui sont descendus à Coffeyville en 1892. Alors oui, Maurice les a fait apparaître dans Hors-la-Loi, puis tués comme dans la réalité. Puis leurs cousins, ceux qu'on connaît, sont arrivés. Mais là, je vais vous parler des vrais. Bob, Grat, Bill et Emmett. À la base, rien ne les destinait à devenir des hors-la-loi. Mais en 1887, Frank Dalton, qui était le plus âgé, est marshal des États-Unis et est tué. Voilà. Bah, ça arrive. Enfin, surtout à cette époque-là, ça arrivait quand même assez fréquemment. Bon, apparemment, ce serait suite à la mort de leur frère que les Dalton seraient partis en vrille. Ils n'épargnent rien. Les banques, les diligences, les trains, bref, la base de l'époque, hein, comme tous les autres. Mais il va arriver un coup qu'ils avaient pourtant bien calculé. La tuerie de Coffeyville en 1892. Et voici l'histoire d'un braquage qui va pas se dérouler sans accroc. Ils sont en cavale. Le plan est simple, braquer 2 banques en même temps. Bon, pourquoi pas, hein, ça se fait, ils sont 4. Enfin, plus, s'ils avaient des... Ouais, en fait, ils étaient pleins. Bob et Emmett en attaquent une, Gratt et les autres membres en attaquent une autre. Selon ce qu'ils se racontent, une des banques n'était pas ouverte, donc ils ont dû attendre, leurs chevaux étaient garés trop loin, et c'est là que c'est parti en vrille.
Une fusillade éclate pour mettre fin à la cavale des Dalton. Bob et Grat sont tués, leurs complices aussi. Emmett prend 23 balles et survit. C'est balèze, hein. Il a pris plus que Colin Younger et il survit. Voilà la fin des Dalton. Enfin, presque. Quand je dis presque, c'est parce qu'en fait, Emmett, il va faire de l'hôpital et de la tôle. 14 ans de prison. C'est toujours mieux que les 307 ans que ses cousins dans la BD. Encore, j'ai pas vérifié le nombre d'années. Il écrira 2 livres, Beyond the Law en 1918 et When the Dalton Road en 1931. Il jouera même son propre rôle dans un film dont je n'ai pas retrouvé le titre. Il décède en 1937 à 66 ans. Bon, c'est pas super joyeux, mais ça faisait longtemps que j'y pensais, maintenant c'est fait. J'ai réussi à réunir le cinéma et l'histoire. Cloche, pouce, partage, vous connaissez la chanson? Allez, je la chante ou je la chante pas? I'm a poor lonesome cowboy. Non, je vous évite ça. Allez, des bisous.